Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous souhaitiez intervenir à l'issue de cette première... Oui, merci Monsieur le Président. Je souhaitais intervenir à la fin de cette discussion générale sur cet article 24. D'abord, je voudrais me réjouir du fait que nous puissions discuter de cet article 24, qui est important, qui fait débat, et de le faire au vu et au su, bien évidemment, tout le monde, et à une heure normale pour laquelle chacun a pu être entendu. Et le gouvernement, évidemment, répondra aux questions nombreuses et légitimes que se posent les parlementaires de tous bords, bien sûr. Et je ne fais personnellement aucun procès d'intention envers personne. J'espère que la réciproque est totalement vraie. La deuxième des choses que je voudrais souligner, de même que ça a été dit par plusieurs intervenants, c'est le nécessaire équilibre qui doit inspirer chaque républicain entre l'inaliénable liberté de la presse, consubstantielle à la démocratie, consubstantielle au libéralisme politique, consubstantielle à notre société, avec cette liberté de la presse, l'inaliénable possibilité de diffusion, et de diffusion sur tous les supports désormais modernes que permet bien sûr cette liberté, sans quoi elle serait sans conséquence, et évidemment la possibilité d'informer, pas simplement pour les journalistes, mais pour tous citoyens, ses voisins, ses voisines, tous ceux qui s'intéressent au débat public et qui lisent des supports, qu'ils soient physiques ou qu'ils soient numériques. Il n'est aucunement question, en aucune manière, pour le gouvernement de revenir sur ce point. Il aura même l'occasion de le réitérer par la proposition d'amendement. Il pensait que la proposition d'écriture de la proposition de loi de Mme Thureau et de M. Fauvergue suffisait. Il a proposé de pouvoir le surligner, si j'ose dire, au fluo jaune, pour qu'il n'y ait point de doute sur le fait que cette liberté de la presse, cette liberté d'informer, cette liberté de diffuser est consacrée. Et quand bien même il viendrait à avoir un doute, vous avez rappelé qu'il y avait dans notre pays un Conseil constitutionnel, et quand bien même la loi ne serait pas saisie, ce qui m'étonnerait désormais, il y a évidemment des questions prioritaires de constitutionnalité qui viendraient vérifier cela. Donc je voudrais d'abord souligner la totale conviction qui est celle du gouvernement, et singulièrement la mienne, élevée au lait de la République, de la grande et belle liberté de la presse, liberté d'informer. Je voudrais, en parallèle, et sans tout à fait les mettre aux mêmes égalités, dire quand même qu'il est, me semble-t-il, de la part du gouvernement et notamment du ministre de l'Intérieur, mais je crois dans tous les républicains, et tout le monde s'est exprimé sur ce point, notre grand devoir de protéger ceux qui nous protègent. Et les policiers, les gendarmes font un métier extrêmement difficile, extrêmement dangereux, et ils le font dans des conditions numéraires, physiques, matérielles, personnelles, pas toujours évidentes, en tout cas, permettez-moi de le dire, pas toujours comparables à ceux qui commentent leur action, puisque eux, tous les jours, sont en face de gens qui potentiellement peuvent attenter à leur vie, et ce n'est pas fort heureusement le cas, en tout cas, de ceux qui aujourd'hui s'expriment sur cette position, et nous leur devons respect dans notre façon de les considérer, et la grandeur, pour répondre à M. Corbière, de la police républicaine, ce n'est pas d'être au service d'un pouvoir ou d'un autre, mais de protéger chaque citoyen et chaque expression. Je vous écoutais avec beaucoup de calme et beaucoup d'attention, et je pense qu'il faudrait que nous ayons un débat aussi calme et aussi généreux que celui que vous voulez ouvrir. Mais je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Tout à fait, Monsieur Mélenchon, vous vous rappelez, vous avez été ministre de la République. Tout à fait. Sur ce point, permettez-moi de dire que si la liberté de la presse ou la liberté d'informer peut être attaquée, bien évidemment, et qu'il nous appartient collectivement de la protéger, les policiers et les gendarmes peuvent être attaqués. Et ils le sont. Et ils le sont dans des conditions particulièrement ignobles. Ils le sont dans des conditions particulièrement ignobles qui viennent, et ça a été très justement dit par un des orateurs, parfois à faire douter de leur engagement ou des vocations qu'ils pourraient avoir, ou pourraient avoir d'autres policiers, d'autres gendarmes, à revêtir l'uniforme de la République et à servir la République, ses institutions. Et parmi ces institutions, il y a la liberté de la presse, la démocratie de libre information et de libre diffusion. Alors, il y a, une fois qu'on a dit ces évidences, puisque chacun a l'air d'en convenir,
deux possibilités sur cet article 24. Et peut-être en caricaturant, je m'excuse, de l'amendement gouvernemental qui devrait résumer un nouvel article 24. Il y a ceux qui disent « cet article 24 interdit tout. Il est liberticide, il prépare une dictature, il empêche toute forme d'expression, il n'a aucune espèce de liberté en lui et il est un article ou un amendement scélérat. » Vous savez, Exactement, vous avez bien raison, monsieur Jumel. J'ai entendu des gens qui m'ont dit, à l'instant, cet article 24, bon, peut-être qu'il n'est pas très heureux, mais en tout cas, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les parlementaires, il n'a pas de conséquences. On ne peut pas caractériser l'infraction. Vous faites des choses qui existent déjà dans le code pénal. Et qu'est-ce que vous allez nous inventer de nouveau l'eau tiède? Avouez que ces deux arguments qui s'opposent à l'article 21 sont légèrement contradictoires. Peut-être que le débat parlementaire nous amènera à trouver, et c'est bien le principe du débat parlementaire, la vérité. Je ne crois ni au premier point, ni au second. D'abord, pourquoi prenons-nous une telle disposition? Parce que, vous le savez bien, lorsque nous faisons la loi, permettez-moi de dire nous, même si vous votez la loi, il arrive au gouvernement de pouvoir la proposer, et j'ai gardé de mon ancien mandat un fort respect du législateur, nous devons être les plus précis possibles, notamment en matière pénale, où la qualification de l'infraction doit être la plus précise possible. Et pour répondre aux orateurs, et singulièrement Madame Dumas, je vous le dis comme je le pense, aujourd'hui, les infractions qui pourraient venir être la qualification, puis éventuellement la condamnation de gens qui menacent et qui diffusent dans l'intention expresse, manifeste de nuire aux forces de l'ordre, en les appelant à la tuerie, ou en les appelant au coup, en les appelant à la vengeance, ne sont pas suffisamment et précisément caractérisés. Et ce que vient faire l'amendement du gouvernement, la proposition de loi des parlementaires, il vient de préciser une qualification pénale particulière, qui est celle, non pas de la menace, si je peux me permettre de vous corriger, mais de la mise en pâture, de la diffusion en commun d'un état d'esprit, d'une atmosphère qui, à visée manifeste, veut nuire aux forces de l'ordre. Cette qualification pénale n'existe pas dans le code pénal. Pour répondre à Madame Le Pen, qui s'étonnait que l'article proposé était mal écrit, que l'amendement du gouvernement n'avait pas beaucoup de précision, notamment en évoquant le terme psychique, je la renvoie au chapitre 2 du code pénal, dont le titre même est l'atteinte à l'intégrité physique et psychique de la personne. Et pour la qualification pénale que nous ne faisons que reprendre collectivement pour ceux qui souhaitent cet article, notamment une loi de 2015, dans un gouvernement qui n'était il n'y a pas si longtemps en responsabilité et qui ne m'a pas paru totalement attentatoire ni au code pénal et à ses équilibres, ni aux libertés publiques. Lorsque cette révélation a causé cette atteinte, on parle évidemment des révélations de toute information qui correspondent effectivement à ce que nous faisons aujourd'hui. Lorsque cette révélation a causé une atteinte à l'intégrité physique ou psychique à l'encontre de ces personnes, de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou leurs descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à 1 an d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Le terme psychique n'est pas une invention en quelques heures, en quelques jours du gouvernement ou de la proposition de loi, elle est inscrite depuis fort longtemps dans notre code pénal. C'est tellement vrai que certains parlementaires ont voulu mettre psychologique, mais le terme du code pénal est psychique. Ce ne sont pas que des atteintes physiques, et chacun le sait. Alors, qu'est-ce que demain permettra cet article 24 et qu'est-ce qui ne permettra pas? C'est quand même finalement la seule vraie question que nous devons nous poser. Est-ce que des journalistes, qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas une carte de presse, partons du principe que nous parlons de l'amendement du gouvernement, mais ça vaut évidemment pour la rédaction de la proposition de loi telle qu'elle est aujourd'hui, pourront filmer et diffuser sans floutage des policiers ou des gendarmes? La réponse est oui. La réponse est oui. Ça l'a toujours été. Ça l'a toujours été. Ça l'a toujours été. Ça le sera. Et ça le sera demain. Est-ce que des citoyens, les journalistes sont également des citoyens, mais chacun comprend ce que je veux dire, mais pour les gens qui nous regardent, pourront filmer une opération de police et même diffuser l'image de ces policiers sans floutage? La réponse est oui. Si, monsieur Mélenchon.
J'invite tout à chacun de regarder le texte de la proposition de loi et je lirai l'amendement de réassurance du gouvernement. Je le dis ici, chaque citoyen pourra, s'il le souhaite, filmer une opération de police ou de gendarmerie. Aucun policier ne pourra les interdire. Et s'il le fait, c'est un manquement à la fois à la déontologie et à la loi de la République, et il doit être sanctionné. Aucun policier ne doit être empêcher quelqu'un de pouvoir filmer cette opération. Ce citoyen pourra filmer cette opération et pourra le diffuser, sans floutage. Est-ce qu'on pourra demain, par rapport à aujourd'hui, diffuser une opération de police, en diffusant le visage notamment de ce policier, et en commentant, c'est ce qui peut arriver sur les réseaux sociaux, chacun le sait bien, en le mettant sur des sites internet et en créant, dans le but manifeste, c'est désormais la correction supplémentaire, rajoutant ainsi, me semble-t-il, l'intention, et je comprends que dans le code pénal, l'intention est très importante, l'intentionnalité est très importante, et s'il y avait un doute, il est désormais levé, je l'espère, par l'amendement du gouvernement, l'intention de nuire physiquement ou psychiquement aux policiers. Est-ce que ce sera possible demain? La réponse est oui, sous peine d'être poursuivi par la nouvelle infraction. Parce que ce qu'on oublie un peu vite, c'est que ce n'est pas le ministère de l'Intérieur, ce ne sont pas les préfectures, ce ne sont pas les policiers et les gendarmes qui vont arrêter les personnes ou faire stopper sur les réseaux sociaux telle ou telle diffusion. Il y aura la possibilité pour un procureur de la République d'ouvrir une enquête, pour un juge de se saisir de cette question, et s'il considère que l'infraction est caractérisée, il pourra condamner cette personne. Mais en attendant que cette personne ne soit condamnée, en ayant la volonté manifeste de nuire aux policiers et aux gendarmes, sur des choses aussi sympathiques, Monsieur le Président Mélenchon, aussi sympathiques. Permettez-moi d'aimer la démocratie et d'accepter le débat contradictoire sans insulte personnelle et en écoutant les arguments des uns et des autres. Un gardien de la paix. S'il vous plaît, Monsieur le Président Mélenchon, s'il vous plaît. Bien, s'il vous plaît, chers collègues. Monsieur le Président Mélenchon, s'il vous plaît, chers collègues, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Un gardien de la paix de 26 ans à Paris. Lors d'un contrôle d'identité de 2 personnes, il a été filmé, lui et ses collègues, par des personnes extérieures au contrôle. Ces images ont immédiatement été diffusées sur Twitter et Facebook le jour même et les jours qui ont suivi. Ces publications sont accompagnées de commentaires menaçants à son encontre. Par exemple, « Je demande », dit celui qui l'a diffusé, « Je demande, et j'ai ouvert les guillemets, à tous ceux qui les reconnaissent de divulguer l'adresse personnelle. » On se demande bien à quoi cela peut servir, sans doute pour aller apporter du chocolat pour Noël, bien sûr. Je demande à tous ceux qui les reconnaissent de divulguer l'adresse personnelle et tous les identifiants de ces personnes. Il faut les retrouver. Une bonne balle dans le crâne et il sera plus immortel, le garçon. S'il vous plaît, chers collègues, chers que de crier... Chers collègues, vous aurez tout loisir de vous exprimer dans quelques instants. Plutôt que de crier sur ce que je dis, vous devriez plutôt crier sur ce qu'il disait cette personne, celui qui a mis en ligne. Je mets une militante entre guillemets évidemment, anti-flic, qui s'est mis en tête de filmer des policiers en Île-de-France sur la voie publique, de les suivre, de relever leur plaque d'immatriculation de leur véhicule et ensuite poster sur Facebook les images avec l'expression suivante, je mets des guillemets, « Si vous avez besoin d'infos sur un flic, nom, adresse, etc., venez en MP, j'ai un fichier. » Ça vous... Troisièmement, mais monsieur... En fait... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a une très jolie chanson.
Vous savez... Non, attendez, monsieur le ministre, juste une seconde. Je vous demande juste une seconde. S'il vous plaît, on va avoir laissé une large place au débat parlementaire. L'insulte et l'invective, outre le fait que ce ne soit pas conforme à notre règlement dans son article 70, ça ne fera en rien grandir le débat parlementaire. Donc je garantis qu'il y aura une large place à ce débat, au-delà même de la stricte lecture du règlement dans les prises de parole. Donc je vous demande d'avoir une approche responsable de ce débat parlementaire. Il est important, les citoyens nous regardent, nous leur devons un débat clair et serein. Donc, monsieur le ministre, vous avez la parole et je vous demande, s'il vous plaît, le respect nécessaire à tout orateur. Je vous remercie. Monsieur le ministre, nous vous écoutons. Surtout, si je peux me permettre la réflexion, vous prenez la liberté d'expression, vous empêchez les autres de s'exprimer. C'est un peu bizarre. Je vous invite, pour ceux qui ne sont toujours pas convaincus, à consulter modérément le site Copwatch. Il y en a plein. Des sites où on diffuse, regardez, chacun peut le constater sur son téléphone, ils sont par région, ils sont par département, on y met non seulement les photos des policiers, leur nom, leur prénom, leur âge, parfois leur adresse, et il suffit de parcourir le site internet. Au bout de quelques secondes, on s'aperçoit que ce n'est pas simplement une galerie portrait, même artistique. Et sachez, pour prendre cet exemple précis, que le ministère de l'Intérieur, sous plusieurs ministres, des ministres qui m'ont précédé, bien avant d'ailleurs l'arrivée du président de la République Emmanuel Macron, y compris dans le mandat précédent législatif, ont fait des interventions et n'ont jamais pu, et c'est bien normal, nous n'en voulons en aucun cas à l'autorité judiciaire, intervenir parce qu'il manquait cette incrimination, cette qualification spécifique. Et ce n'est pas faux, c'est la vérité la plus évidente. Alors, que propose le gouvernement ? Allons-y, allons-y. Monsieur le Président, je sais bien que... Je sais bien qu'on s'habitue à l'arme des faibles, c'est-à-dire l'insulte personnelle, mais au bout d'un certain temps, peut-être que le respect démocratique pourrait au moins s'arrêter aux arguments de fond. Je n'ai pas entendu les insultes en l'occurrence, mais je vous demande, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je n'irai pas jusqu'à... En cas d'insulte, je ferai clairement un rappel à l'ordre. Pour qu'on puisse s'exprimer dans le respect. Je n'irai pas jusqu'à dire que ma personne est sacrée. Je me concentre sur le débat. Cet amendement... Oui, attendez, monsieur Mélenchon, il y a plusieurs réactions sur le fait que vous enlevez votre masque quand vous exprimez. Je vous rappelle qu'on doit garder le masque lors de chaque expression. C'est ça qui a suscité quelques invectives. Allons-y. Cet amendement, je terminerai là, Monsieur le Président, cet amendement prend en considération les remarques qui ont pu être faites, non seulement par les parlementaires, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, mais aussi parce que le gouvernement, évidemment, lit, écoute, reçoit, interroge les légitimes préoccupations. Et moi, je constate que dans ce débat, indépendamment de ceux qui seraient favorables à l'article 24 ou à sa réécriture, il y a des gens qui, bien sûr, se posent des questions lorsque des débats publics sont posés. Et il me semble que la volonté de s'exprimer, parfois longuement, je m'en excuse, du gouvernement et de la large place qui est offerte au débat est tout à fait légitime pour expliciter quelle est l'intention du législateur, ne contrevient en aucun cas à la liberté de la presse, n'en contrevient en aucun cas à la liberté d'informer, que nous pourrons continuer, si nous le souhaitons, à filmer et à diffuser, mais que certains ne pourront pas traquer, mettre en pâture de façon manifeste la vie des policiers et des gendarmes qui n'ont qu'une seule conviction, celle de servir la République. Bien. Monsieur le ministre, mes chers collègues, j'ai connu des flics et des gendarmes qui sont morts pour la nation, qui sont morts pour la République, qui sont morts pour vous, qui sont morts pour nous.
J'ai connu des flics et des gendarmes qui ont été blessés et dont certains sont encore handicapés dans des actions qu'ils ont fait au bénéfice de la République, au bénéfice de nous, au bénéfice de vous, au bénéfice des Français. Ces policiers et ces gendarmes et leurs familles ont été marqués définitivement dans leur vie, leur famille aussi. Et pourtant, quand ils sont rentrés dans la police ou dans la gendarmerie, comme le font d'ailleurs ceux qui rentrent aujourd'hui dans la police et la gendarmerie, ils ne rêvaient qu'une chose, c'est de servir. C'est de servir pour défendre nos valeurs, c'est de servir à la sécurité de nos citoyens, à la sécurité des Français. Ils n'avaient pas envisagé qu'une toute petite partie, une partie extrême de la population leur vouerait une rage et une haine qui est inexplicable. Qui est inexplicable dans un pays démocratique de s'en prendre à celui qui vous protège. Ils voulaient faire, ils veulent faire leur travail à visage découvert. La police et la gendarmerie, le métier de flic et de gendarme, se fait à visage découvert. À part, bien évidemment, quelques unités qui travaillent contre l'antiterrorisme ou d'autres choses de ce type-là, la police et la gendarmerie se fait à visage découvert. Ça n'est plus possible aujourd'hui, malheureusement. Il faut qu'on trouve tous ensemble, mes chers collègues, il faut qu'on trouve tous ensemble une solution. Cette solution, nous en avons trouvé une aujourd'hui. Elle est satisfaisante et nous arrivons donc à cet article 24 de cette loi sur la sécurité globale et elle a toute sa place dans cette loi. La place dans cette loi, c'est de protéger nos policiers et nos gendarmes et c'est de protéger ceux qui nous protègent. C'est quelque chose d'important. Pourquoi cet article? Pourquoi cet article? Parce que remonte de plus en plus, depuis des années, 2-3 années, des affaires dans lesquelles les vidéos des forces de l'ordre sont envoyées en pâture sur Internet, afin que ces policiers, ces hommes derrière les uniformes qui nous protègent quotidiennement, puissent être agressés par des malveillants, puissent être agressés chez eux, ou que leurs familles puissent être poursuivies. Leurs familles et leurs enfants qui sortent de l'école, ce sont des faits réels. Le ministre pourra vous citer des faits, nous en avons aussi énormément. Je voulais, Monsieur Mélenchon... Allez-y, monsieur le rapporteur, allez-y. Non, monsieur... Non, attendez, on ne va pas instaurer des dialogues. Allez-y, monsieur le rapporteur. Je voulais vous dire et vous répéter... D'accord, je vous remercie. Maintenant, on peut continuer nos débats. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Je voudrais vous dire et vous répéter que ce texte de loi vise un certain nombre de choses et ce texte de loi, cet article sur ce texte de loi, ne vise pas d'autre chose. Il vise un certain nombre de choses, c'est-à-dire il a été écrit pour protéger. Il n'a pas été écrit contre. Protéger, c'est-à-dire que ce texte de loi s'en prend aux malfaisants qui veulent filmer policiers et gendarmes dans le but de mettre leur visage sur les réseaux sociaux, dans le but de déclencher des haines pour qu'il y ait des représailles sur ces policiers et sur ces gendarmes. Uniquement ça. Ce qu'il ne vise pas, ce texte, ce qu'il ne vise pas, ce sont les journalistes. Est-ce que les journalistes pourront continuer à filmer? Oui. Est-ce que les journalistes pourront continuer à diffuser leurs images? Oui. Est-ce que un citoyen pourra continuer à filmer les forces de l'ordre en opération? La réponse est oui. Est-ce que ce citoyen pourra continuer à diffuser? Est-ce que le citoyen pourra continuer à diffuser les images des forces de l'ordre sans intention malveillante? La réponse est oui, et encore oui, et 100 fois oui. Monsieur, rien n'est changé dans cette liberté-là.
ça n'est pas une liberté de penser qui est attaquée, comme certains le disaient ici, dans les rangs en particulier de nos groupes majoritaires. Ce n'est pas la liberté de penser qui est attaquée, mais ce qui est attaqué, c'est ce qui est écrit, cette haine qui est sur les réseaux sociaux. C'est ça qui va être attaqué. Alors, certains qui présentent ces amendements ont dit qu'on aime les policiers, on aime les gendarmes, mais si on dit ça, à un certain moment, il faut le prouver. Et comme disait le poète Pierre Reverdy, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Donc aujourd'hui, prouvez-le. C'est un avis défavorable pour l'ensemble des amendements. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Oui, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de répondre aux arguments qui ont été évoqués par les divers orateurs et qui complètent la discussion que nous avons eue suite à la discussion générale, si j'ose dire, de l'article. D'abord, peut-être expliquer la genèse de pourquoi nous faisons ça, indépendamment des faits que nous avons constatés. Les policiers réclament, depuis un temps certain ou un certain temps, de mettre, pour une partie d'entre eux, pour une grande partie d'entre eux, de mettre des cagoules lorsqu'ils interviennent, soit dans des manifestations d'ordre public, ou dans... Non, monsieur, ils ne le font pas. Ils ne le font que dans des conditions... Mais ce n'est pas vrai. Les policiers de la République ne le font pas. Les policiers qui mettent des cagoules, ils le font dans deux possibilités. Soit il y a une action antiterroriste pour ne pas qu'on regrette leur visage, et chacun conviendra que c'est, vu la dangerosité de leur action, nécessaire. Soit ils le font parce qu'ils ont notamment une tenue qui empêche notamment que cela brûle leur corps lorsqu'ils ont des manifestations toutes particulières, mais chacun constatera, il suffit de regarder sur les réseaux sociaux, que les policiers le font à visage découvert. Mais... Monsieur Corbière, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Monsieur Corbière. Monsieur Corbière. Monsieur Corbière, je vous rappelle à l'ordre. On laisse dérouler nos débats. S'il vous plaît. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur Corbière, s'il vous plaît, on continue le cours de nos débats. Je vous remercie pour cette préconisation que je suis avec plaisir. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci. Donc, une grande partie des policiers voulaient porter des cagoules. Des ministres avant moi, moi-même, j'ai refusé qu'une partie d'entre eux d'accéder à leur demande, parce que quand bien même ils porteraient, il y ait des menaces, et je peux les entendre, et c'est pour cela que ces textes existent. La police de la République, elle doit être à visage découvert. Et elle ne doit pas porter de cagoule lorsqu'elle intervient, on doit pouvoir reconnaître le visage de celui qui intervient. En revanche, nous devons protection dans leur vie, ça a été dit tout à l'heure par le groupe LR, mais je pense que chacun ici le pense, dans leur vie personnelle, quand ils sortent de leur uniforme, quand ils sont avec leur femme ou leur mari dans un supermarché, quand ils accompagnent leurs enfants à l'école, lorsqu'ils vont dans leur club de sport, lorsqu'ils rentrent chez eux. J'ai une pensée particulière pour les policiers de Magnanville égorgés devant leurs enfants alors qu'ils étaient dans leur vie civile. C'est quand même ce qui s'est passé. Et c'est aussi le contexte. C'est aussi le contexte dans lequel nous évoluons tous. Et nous pourrions avoir une pensée pour eux. Je crois que nous devons comprendre que si on refuse aux policiers de se protéger le visage afin de ne pas être reconnus, c'est parce qu'ils ne le font pas avec plaisir. Ils le font parce qu'ils se sentent menacés, que nous devons la protection, pas celle qu'ils demandent, pas les cagoules, mais celle de l'arme du droit. Ce que nous faisons, j'espère, aujourd'hui. Deuxièmement, je voudrais revenir sur M. Peu et son intervention. Et il est toujours dans une conviction du débat public. Et depuis 3 jours que nous débattons, Monsieur le député, on a eu de nombreuses différences et nous respectons nos arguments. C'est vrai qu'à sa différence, M. Peu était là depuis 3 jours, en effet.
Monsieur Peu nous dit il ne faudrait pas que dans l'esprit de nos concitoyens, je ne résume pas votre propos en le disant, ce ne soit plus la police de la République, mais la police de l'État. Monsieur Peu, vous le savez très bien que parmi les policiers et les gendarmes qui servent la République, il y a des opinions politiques extrêmement différentes. Que nous soyons adjoints de sécurité, gardiens de la paix, commissaires, au gradé des syndicats très différents, des interventions publiques, puisque les syndicats de police peuvent s'exprimer, vous le savez bien. Je crois qu'il suffit de regarder la télévision pour s'apercevoir qu'ils ne sont pas tous alignés avec tous les ministres de l'Intérieur. Je pense que ça se voit assez. Et tant mieux. Et en aucun cas, ils ne sont la police d'un État. Ils sont évidemment la police des citoyens, de la République. Donc n'ayez aucune crainte sur les intentions évidentes du gouvernement. Cette crainte, elle peut être légitime, elle me paraît totalement infondée, mais en aucun cas cela est évidemment l'évocation d'un gouvernement républicain. Pour répondre à Mme Michevski, Madame, j'ai trouvé que votre dernier argument était le plus fort. Et il peut légitimement poser la question du législateur. Il est vrai, et si c'était le cas, je vous rejoindrais en applaudissant des deux mains, qu'on ne pénalise personne de penser quelque chose. C'est tout à fait vrai. Mais ce n'est, pardon de vous le dire, pas du tout l'objet de l'amendement. Puisque l'élément matériel, ça compte, me semble-t-il, dans le code pénal, c'est la diffusion. Nous ne disons pas qu'on doit pénaliser quelqu'un qui pense dans sa tête « il faut tuer ce flic » ou « ce serait bien de tuer ce flic » ou « donnez-moi des informations pour que je puisse vous donner des informations personnelles pour tuer ce flic ». Ça, c'est évidemment regrettable, mais c'est une pensée. C'est le fait de diffuser les éléments qui correspondent, par exemple, à cette personne qui, sur Facebook, dit « si vous avez besoin d'infos sur ce flic », et il met la vidéo du policier, qui, je suis prêt à démontrer ce message Facebook à qui le veut, il ne fait rien d'autre que, par ailleurs, de courir. Nom, adresse, etc. Venez en MP, en message privé, j'ai un fichier avec un petit smiley. Ça, c'est un élément matériel. Ce n'est pas dans la tête de la personne qui l'imagine, c'est un élément matériel. Et c'est bien cet élément matériel qui vient constituer le délit que nous souhaitons mettre en place. Alors, Madame Dumas nous dit pourquoi, et je comprends cette question, parce qu'après tout, on se l'est également posé, parce que combien de fois on m'interroge et on dit « faites votre boulot ». Bon, ben, je comprends que la France insoumise souhaite que je fasse davantage encore d'actions au ministère de l'Intérieur. Je n'avais pas tout compris ça des expressions publiques depuis certains mois, mais je prends le conseil et je l'appliquerai. Des menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique. En effet, c'est la section 2 du Code pénal et c'est l'article 433.3 qui, effectivement, dispose qu'il est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférés à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif, d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de police, etc., etc. Et vous dites en quoi cet article, finalement, ne s'applique pas au fait que vous dénoncez, Monsieur le ministre. Et pourquoi inventer une nouvelle incrimination? Là, c'est justement, Madame la députée, la problématique. C'est que lorsque nous souhaitons, notamment moi, en tant que patron de l'administration au principe de la Constitution, aider les policiers qui sont mis en montrés du doigt, menacés au sens diffuser les messages que je viens d'évoquer, ou regardant, je ne sais pas si tout le monde a pu le faire, le site Copwatch, qui ne peut pas, je crois, Monsieur Larrivé, vous serviez le ministre de l'Intérieur qui, à l'époque, avait dit, en 2011, c'est totalement scandaleux, ce site Copwatch, et aucune arme ne nous permet de le faire fermer, puisque le projet Copwatch, il est international et il est aussi ancien. Ça fait longtemps que les policiers sont menacés, et ça fait longtemps que personne n'a apporté pour eux un certain nombre de protections juridiques. Et bien, qu'est-ce qui se passe? La menace de commettre un crime ou un délit, ce n'est pas du tout les sujets Copwatch ou le sujet de la personne qui, en Facebook, dit « si vous souhaitez des informations sur cette personne avec un smiley, donnez-les-moi. Je vais vous donner le nom, les prénoms, les adresses et les numéros de téléphone de leur vie personnelle. » Ce n'est pas une menace, c'est la diffusion d'éléments personnels. Et par ce sujet, Madame la députée, on n'arrive pas à effectivement faire ouvrir une enquête et demain à faire condamner, c'est ce que nous souhaitons. Alors, la question qui peut se poser, qui est une question importante, et je réponds à Madame Fortez en même temps, j'espère y avoir répondu en même temps que j'ai répondu à Madame Michevski, et elle est totalement légitime. C'est est-ce qu'il faut légiférer et prendre un peu le risque,
et ce n'est pas un mauvais débat, je le comprends, ce débat public, de faire une nouvelle incrimination dans le code pénal, et que c'est un peu plus de présence de l'État, de la justice, du droit dans la vie des citoyens. Et finalement, où se limite la liberté d'expression? C'est un débat qui entretient les parlementaires depuis la Révolution. La liberté d'expression, elle est très importante, mais elle n'est pas sans limite. Elle s'arrête au moment où l'ordre public ou les menaces ou les injures, ceux qui sont décidés par la loi de la République, par exemple la négation du génocide juif, c'est effectivement une limite de la liberté d'expression. Ainsi l'a voulu le législateur. Eh bien, nous pensons, nous, que cette liberté d'expression, elle est totale pour les journalistes, parce qu'aucun journaliste au monde n'imagine diffuser dans le but manifeste de nuire psychiquement ou physiquement à des policiers. Aucun. Et indépendamment de cet exemple qui nous paraissait pourtant évident, nous le reprécisons dans l'amendement du gouvernement que je défendrai tout à l'heure, pour qu'il n'y ait aucun doute. Mais oui, il y a une petite limitation au fait de faire ce que l'on veut, c'est celle de rendre incertain la vie de nos concitoyens, à qui nous devons plus que n'importe quel autre citoyen, me semble-t-il, parce qu'ils nous protègent et qu'ils prennent des risques pour nous protéger. Enfin, et je voudrais terminer par là, tout à l'heure, les représentants de la France Insoumise nous ont dit avec ce texte, jamais nous connaîtrions les affaires Benalla, les affaires Shoah, etc. Bon, il n'y a rien de plus faux que cette assertion. J'invite chacune et chacun à lire le texte préparé par les parlementaires ou, s'ils le souhaitent, l'amendement du gouvernement. C'est le grand 2 de l'article 24. Les dispositions de l'article 35 de quinquesse de la loi du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse ne font pas obstacle à la communication aux autorités administratives, le ministre par exemple, et judiciaires, le procureur de la République par exemple, compétentes, dans le cadre des procédures qu'elle diligente, d'images et d'éléments d'identification d'un agent de la police nationale, d'un militaire de la gendarmerie ou d'un agent de la police municipale, ce serait l'objet de l'amendement du gouvernement. C'est-à-dire que quelqu'un qui filme quelque chose, et qu'il pense que c'est contraire à la loi, il envoie au ministre, mais je pense... Alors, attendez, excusez-moi, si je peux me permettre. Quelqu'un filmerait une image d'imaginons, de quelqu'un qui fait un acte, un policier, un gendarme, complètement contraire aux règles, et qu'il le filme. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire comme aujourd'hui. Il peut prendre les images, les envoyer au ministre de l'Intérieur et leur dire « Regardez, monsieur le ministre, ceci est scandaleux ». Si le ministre de l'Intérieur en a connaissance, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre une enquête IGPN et puis lui-même il saisit le procureur de la République. Il peut aussi, ou aussi, soit il a confiance au ministre de l'Intérieur, comme les députés de la France Insoumise, soit il n'a pas confiance au ministre de l'Intérieur. S'il n'a pas confiance au ministre de l'Intérieur, admettons, il peut aussi le diffuser auprès du procureur de la République, qui ouvre ou qui n'ouvre pas une enquête. Et puis il peut aussi le diffuser tout court. Il peut tout à fait diffuser la vidéo de M. Benalla. C'est vrai qu'il n'était pas policier, mais il n'était pas évident qu'il ne soit pas policier. Il peut tout à fait demain diffuser la vidéo de M. Benalla sur Internet. Ça ne pose aucun problème au vu de l'article que nous vous proposons d'adopter. Ce qu'il ne peut pas faire, mais même en direct, mais je vous le dis, même en direct, ce que nous disons et vous faites la loi est important, y compris pour ceux qui liront. Même en direct, je le redis, un citoyen qui en direct filme des opérations de police pourra le faire sans floutage. Ce qu'il ne pourra pas faire, par exemple, ce qu'il ne pourra plus faire, par exemple, c'est en diffusant en direct un message du genre « Eh les amis, pour ceux qui veulent les adresses personnelles de ces connards de flics, et même sans préciser ces connards de flics d'ailleurs, donnez-moi leur numéro de téléphone ou les coordonnées de leur femme ou leur mari, envoyez-moi un message en MP, je vous répondrai avec un smiley. » Ça, ce sera plus possible. Et j'en serai très heureux. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Oui, Monsieur le Président, je souhaite intervenir parce que je remercie Mme Cariou d'évoquer le fait que je prends en considération, bien évidemment, les arguments et j'essaye d'y répondre afin que chacun puisse avoir le plus possible, ici et à l'extérieur, une vision éclairée de ce que l'on pense. Et ce n'est pas si évident. Je trouve qu'il y a évidemment, comme l'a très bien dit M. Schellenberger, des questions qui peuvent se poser et qu'il faut les résoudre et que c'est par le débat parlementaire qu'on y arrive. Et donc j'ai pris, comme je l'ai fait les 2 fois précédentes, des notes sur les interventions pour essayer de comprendre ou essayer de convaincre.
D'abord, je voudrais répondre au président Mélenchon, s'il me le permet. Monsieur Mélenchon, vous avez eu un argument important, qui était, bon, monsieur le ministre, grosso modo, je résume, vous essayez de nous rassurer avec votre article 24, même réécrit. Je comprends dans votre intervention que vous ne doutez pas, en tout cas que cet article 24 n'empêche pas de filmer et de diffuser, mais, me dites-vous, c'est oublier un peu vite l'article 73, alors vous avez dit du code pénal, mais c'est le code de procédure pénale, mais j'entends bien, qui est qu'un policier, un gendarme, c'est l'exemple que vous avez pris, mais en fait, tout citoyen, M. Bernalicis nous l'a répété assez pendant les 3 jours précédents, qui a le droit, d'après la loi de la République, d'intervenir et d'interrompre. Sauf que vous avez dit, M. Mélenchon, tout citoyen, dit l'article 73, dans l'intention de commettre un délit. Je vous invite à lire l'article 73 du Code de procédure pénale. Dans les cas de crimes flagrants ou de délits flagrants, punis d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Ce n'est pas un délit flagrant, ce n'est pas un crime flagrant que de prendre son téléphone et de filmer. Ce qui est le délit de l'article 24, c'est la diffusion. Monsieur Mélenchon, non mais l'intention, monsieur Mélenchon, c'est tout le nœud du problème. Nous faisons la loi, elle est précise. Et lorsqu'on condamne les gens, c'est sur des choses précises. Non mais c'est très important, j'ai pris au sérieux l'argument du président Mélenchon. Non mais l'article 73 du Code de procédure pénale dit si quelqu'un assassine quelqu'un devant moi, si quelqu'un porte un coup quelqu'un devant moi, j'ai le droit, moi policier, mais en fait n'importe quel citoyen, de l'arrêter, la loi me le permet, et de le présenter à l'OPJ le plus proche. Nous partageons cette opinion, évidemment. Et M. Mélenchon me dit, votre article 24, bon, même réécrit, bon, mais le combo, le cocktail, avec l'article 73, vous l'avez oublié un peu vite, monsieur le ministre, fait que dans l'intention de faire l'acte délictuel que l'article 24 vient de créer, alors les policiers pourront intervenir et donc annihileraient de fait la captation et, par définition, la diffusion des images qui pourtant ne sont pas dans l'intention du législateur au moment où nous parlons. C'est tout à fait faux, monsieur Mélenchon. C'est tout à fait faux puisque c'est bien le crime ou le délit flagrant. Et je vous invite à relire l'article 24, même réécrit ou surtout réécrit par le gouvernement. Il n'est nulle part écrit la captation. Ce n'est pas la captation qui vise à être interdite dans l'article. C'est la diffusion dans le but manifeste, dit d'ailleurs maintenant l'amendement réécrit, reprenant ainsi un certain nombre de propositions, notamment du groupe majoritaire, de porter atteinte physiquement ou psychiquement à une personne. Ça n'a rien à voir avec le fait de filmer. Et aucun policier de France, monsieur Lagarde a raison, aucun gendarme de France n'est autorisé et ne sera autorisé, et si c'est le cas, sera évidemment sanctionné, et je ne doute pas qu'il y ait des gens pour me le signaler, moi-même et tous les ministres de l'Intérieur qui succéderont, d'empêcher quelqu'un de filmer. Et s'il le fait, il est contre la loi. Donc malheureusement, monsieur le président Mélenchon, je le crains, votre argument qui était mérité, me semble-t-il, l'échange que nous avons, ne tient pas, vu l'article 73 du Code pénal. Du Code de procédure, pardon. Mais alors, je me permets de répondre, monsieur Corbière évoque des sujets de fond. Monsieur Corbière, je le dis pour ceux qui nous écoutent, dit « et si c'est en direct ?» Et même en direct. Alors, non mais il a le droit de diffuser. Nous n'interdit. Si dans le tweet ou dans le Facebook Live, soyons très concrets, ce qui d'ailleurs nous permet de voir qu'il y a une petite différence entre les sujets d'aujourd'hui, ça a été dit, et les médias d'aujourd'hui, la presse d'aujourd'hui et les médias d'hier. Et c'est normal, et c'est bien, et c'est normal que la loi évolue pour prendre en compte les nouvelles formes de médias. C'est tout à fait normal. Donc votre question peut être intéressante en disant si c'est en direct. Donc d'abord, on est bien d'accord, et là, je pense que nous progressons, en tout cas pour notre compréhension commune, parce que c'est très important. Après, on peut être contre pour plein de raisons, et je le respecte tout à fait, mais pas sur ce qui n'est pas écrit. On a le droit de filmer en direct. Ce sera possible aujourd'hui, enfin c'est possible aujourd'hui, c'est possible demain. Pas de problème. Et vous dites, mais si c'est en direct, le policier ou le gendarme pourrait prendre cette excuse pour dire, comme on ne connaît pas exactement le délit qui pourrait être commis, peut-être cette personne dit menace, ou pas menace, pardon, mais met en danger la vie d'autrui de façon manifeste, il interviendra. Alors, ce ne sera pas le cas. Alors, on pourrait imaginer que ce cas pourrait exister. Attendez, je me permets de corriger le propos. Si on fait un Facebook Live ou un tweet en direct, ou sur Periscope,
et que le titre du Facebook Live, c'est « Donnez-moi, vous voulez tous les adresses personnelles de tous ces policiers et je vous les donne en MP parce que j'ai un fichier qu'un clin d'œil », effectivement, dans mon esprit, c'est dans le but manifeste de leur nuire. Mais non. Mais les policiers, mais on pourra reconnaître. Mais monsieur Corbière, on pourra reconnaître les policiers si c'est votre voisin policier qui est filmé par la vidéo en direct. Bah oui, on pourra le reconnaître. Ça ne pose pas de problème. Le problème, c'est de mettre Gérald Darmanin, telle adresse, tel numéro de téléphone avec la photo du policier. Ça, c'est un problème. Pourquoi faire? Quelle est l'intention de diffuser le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone d'un policier si ce n'est dans le but manifeste de lui porter une atteinte psychique? Donc, monsieur Corbière, j'ai ainsi répondu, puisque vous-même vous êtes rentré dans la discussion. Vous avez donc compris qu'on ne pouvait, avec cet article 24, diffuser, capter et mettre en ligne des images de policiers et de gendarmes. Et ce que l'on ne peut pas faire, c'est les diffuser dans le but manifeste de leur porter atteinte psychiquement ou physiquement. La liberté de la presse est consacrée, la liberté d'informer est consacrée, les citoyens peuvent mettre en ligne et filmer ce qu'ils souhaitent, ils ne peuvent cependant pas porter atteinte manifestement, sous le contrôle du juge, physiquement ou psychiquement, aux forces de l'ordre. Et je voudrais juste dire à monsieur Schellenberger, à monsieur Larrivé qui sont intervenus tout à l'heure, que bien sûr, ce que nous faisons n'est pas facile. Et je fais écho à monsieur Lagarde. Ce que nous faisons n'est pas facile. Monsieur Lagarde, vous êtes tombé dans un piège. Vous en êtes tombé dans d'autres, moi aussi peut-être. C'est la vie politique que parfois d'être critiqué, d'être interpellé, et je constate depuis 48 heures d'être particulièrement calomnié ou montré du doigt, comme si moi-même je n'aimais ni la liberté d'expression, ni la liberté de la presse, ni la liberté d'informer, alors que tout mon parcours est celui d'un républicain, comme tous ici, j'imagine. Mais c'est les vicissitudes du débat politique, et c'est un peu aussi la jungle des réseaux sociaux. Mais on ne va pas se plaindre de faire de la politique, parce que je crois que c'est une des plus belles activités que l'on puisse faire en tant que citoyen quand on aime son pays. Mais moi, je prends le risque du piège, monsieur Lagarde, parce que j'ai tous les jours, et vous le voyez, vous avez plus d'expérience politique que moi, les yeux des policiers et des gendarmes à qui j'essaye de rassurer la protection de l'État au moment où ils interviennent difficilement. Donc je prends ce risque. Je ne pense pas, monsieur Lagarde, que ce soit un piège, parce que c'est effectivement pas simple. C'est effectivement pas facile, parce qu'il faut effectivement toucher le code pénal avec une main tremblante. Parce que nous avons raison de passer à la torture les textes que le gouvernement ou les parlementaires proposent. Mais quand tous les arguments de bon sens et de droit sont là, et quand manifestement il ne reste plus que ceux qui veulent attaquer les institutions, alors je pense que les gens de bonne foi, et je respecte tous les votes, évidemment, considéreront qu'il faut protéger les policiers. Je terminerai par dire que ces amendements de suppression, Monsieur le Président, j'ai pris un peu de temps, ils sont importants s'ils ne sont pas adoptés, puisque ça veut dire que l'Assemblée nationale accepte l'idée que cet article peut être modifié, arrangé, mais que le principe y est important. Monsieur le Président Mélenchon, dans vos interventions, Monsieur le Président Mélenchon, pardon, sur vos interventions, je crois apporter des arguments de fond. Je peux comprendre ceux qui se disent, je l'ai dit tout à l'heure, je ne le partage pas, ceux qui disent ne mettons pas l'incrimination pénale supplémentaire, c'est vrai qu'il y a un problème, personne ne l'ignore, mais c'est une arme trop grosse pour attraper la bête qu'on essaye d'attraper. C'est un argument que je ne partage pas, mais c'est quelqu'un qui explique qu'il y a un problème et que cet article 24 essaye de le régler comme il le peut, et c'est la politique de le juger ainsi. Mais là où j'ai plus de mal à comprendre, à moins que ce ne soit pas votre idée, c'est l'idée de refuser et d'avoir aucune légitimité à toutes les institutions qui sont censées nous représenter et faire fonctionner la République. Je m'explique. Nous avons un débat politique et parlementaire, au vu et au su de tout le monde, long et nécessaire. Il y aura le Sénat, puis de nouveau l'Assemblée, puis de nouveau le Sénat, puis de nouveau, si on ne se met pas d'accord, l'Assemblée. Confiance aux institutions parlementaires. Il y aura le Conseil constitutionnel, qui va pouvoir juger la conformité de la loi par rapport à la Constitution. Puis il y aura les policiers et les gendarmes, qui appliqueront les lois de la République votées par les parlementaires et validées par le Conseil constitutionnel. Puis il y aura la justice, le procureur de la République d'une part, les juges d'autre part, et les différents degrés d'appel,
qui vise à appliquer le code pénal voulu par les parlementaires et l'intention du législateur. Et à la fin, il y a même le Conseil constitutionnel qui peut répondre une nouvelle fois à une question prioritaire de constitutionnalité. Et Monsieur Mélenchon, lorsque vous dites ce que vous écrivez, notamment comme M. Corbière ou M. Coquerel, pardon, je ne sais plus lequel, a dit « on n'aurait jamais connu l'affaire Benalla, on n'aurait jamais connu l'affaire Choix, parce qu'on n'aurait pas diffusé au grand public, ce qui est faux d'ailleurs, je l'ai démontré tout à l'heure, et que jamais un juge n'aurait condamné, jamais un procureur n'aurait ouvert, jamais quelqu'un n'aurait saisi la justice, et elles seraient tous aux ordres, et que toutes les institutions de la République seraient aux ordres, et que ce que nous faisons, pour le coup, vous condamnez d'avance ce que vous pensez que nous pensons, plutôt que de juger sur les actes, alors je crains qu'aucun argument rationnel ne puisse vous convaincre, et j'en suis foncièrement désolé, et c'est même une partie de déception pour l'égard que j'avais envers vous. Merci, Monsieur le Président. Je le ferai rapidement et peut-être en simple lecture de l'amendement, afin que ceux qui n'ont pas le texte puissent bien le connaître, puisqu'il a été largement présenté, défendu dans les propos introductifs, je n'y reviendrai pas. Ainsi, sans préjudice, j'ouvre les guillemets, du droit d'informer. Je reprends ainsi la formulation d'une partie des parlementaires de la majorité, je cite Madame Avia, est puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit, et quel qu'en soit le support, dans le but manifeste qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l'image du visage ou tout autre élément d'identification, autre que son numéro d'identification individuelle, ce que les policiers et les gendarmes doivent porter et qui est évidemment diffusable, d'un agent de police nationale, d'un militaire de la gendarmerie nationale ou d'un agent de police municipale. Je voudrais saluer la présidente de la commission des lois qui a suggéré, avec d'autres, l'instauration de l'agent de police municipale par rapport à la rédaction de l'article 24 des rapporteurs, lorsque ces personnels agissent dans le cadre d'une opération de police. Et je rajoute les dispositions de l'article 35 quinquesse de la loi du 29 juillet 1880 sur la liberté de la presse ne font pas obstacle à la communication aux autorités administratives et judiciaires compétentes, dans le cadre des procédures qu'elles diligentent, d'images et d'éléments d'identification d'un agent de la police nationale, d'un militaire de la gendarmerie nationale ou d'un agent de police municipale. C'est-à-dire qu'on peut toujours, évidemment, transmettre aux autorités administratives et judiciaires. Voilà ainsi rédigé l'article 24 qui a 3 modifications, Monsieur le Président, sans préjudice du droit d'informer par rapport à l'article 24 des rapporteurs, dans le but manifeste qu'il soit porté atteinte afin de bien marquer qu'il s'agit d'une intention forte de porter atteinte. Et je rappelle que nous avons rajouté policiers municipaux parmi les personnes concernées. Alors, sur cet article, je voudrais redire ce qui a été dit tout à l'heure, mais assez rapidement, puisque beaucoup de choses ont été dites. Sur l'ensemble de cet article-là, il y avait au départ déjà des précautions qui avaient été prises. Il ne vise que le fait de diffuser, et non pas de prendre les images, ça a été dit, et le fait de diffuser dans un but qu'il soit porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique. D'ailleurs, en ce domaine-là, le terme psychique a été discuté. Je voudrais juste vous dire qu'il renvoie à un chapitre du Code pénal, et en particulier aux actes de harcèlement moral, avec des comportements entraînant une dégradation, des comportements répétés, entraînant une dégradation des conditions de vie. C'est ça à quoi on faisait référence. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est un acte, donc, dans le but manifeste qui soit porté atteinte à l'intégrité physique et psychique, des militaires de la gendarmerie et des policiers et des fonctionnaires de police, et dans le cadre d'une opération de police. Le cadre général de cet amendement est gardé dans le cadre de l'amendement que le gouvernement dépose. Et dans le cadre de l'amendement que le gouvernement dépose, il rajoute des précisions qui viennent, pour la plupart de la majorité, sans préjudice du droit d'informer, ce qui était déjà le cas, mais ce qui est écrit maintenant noir sur blanc, et dans le but manifeste. Avant, c'était le but qu'il soit porté atteinte. Là, c'est un but qui devient manifeste, donc c'est quelque chose qui est plus important et qui martèle cette nécessité-là. On rajoute aussi dans le public la police municipale, puisque la police municipale est amenée à faire des
opérations de police. Voilà pour cet amendement-là. Donc, bien évidemment, dans ce domaine-là, nous sommes, Monsieur le Président, favorables à l'amendement du ministre. Concernant les autres amendements, quelques réflexions rapides. Vous en faites pas, je vais essayer d'aller vite. Merci. Avec quelques problématiques. Pourquoi la loi de 1881 ? Pourquoi pas le code pénal ? Nous avons choisi la loi de 1881 dans la rédaction initiale, car la loi de 1881 vise toutes les formes d'expression. On est sur les formes d'expression, et c'est un droit plus protecteur, et donc ça va dans le sens de la protection des journalistes, encore une fois. C'est un droit plus protecteur de celui qui parle, ou de celui qui écrit, ou de celui qui filme, que le droit pénal. Voilà, ça c'est quelque chose d'important aussi, qui rajoute au fait que, encore une fois, je le répète et je le martèle, un journaliste pourra filmer et diffuser, un individu pourra filmer et diffuser à condition qu'il n'y ait pas cette intention manifeste de nuire. Voilà. Sur l'extension aux autres agents, c'est un problème important aussi que vous avez soulevé à plusieurs reprises. On vient d'étendre, le ministre étend aux policiers municipaux sur les autres agents. Vous avez vu qu'avec les amendements que vous avez présentés, il y en a beaucoup d'autres agents. Ce n'est pas seulement les douaniers, la pénitentiaire, mais il y a aussi pas mal d'amendements de la part des collègues qui orientent sur d'autres agents. Eh bien, pour ces autres agents-là, je renvoie à la future loi sur les principes républicains et le fameux article 25, s'il demeure en l'état. Et là, le ministre pourra vous faire une autre réponse dans ce domaine-là, ou préciser sa réponse. Concernant ce qui s'est passé tout à l'heure, ça a été décrit sur le lycée Bergson, sur le 19e arrondissement. Je voudrais préciser que, effectivement, le procureur Molins, le magistrat Molins, s'est saisi d'une affaire. Alors, d'une manière générale aussi, je tiens à préciser que l'inspection générale de la police nationale, ainsi que l'inspection générale de la gendarmerie nationale, visionnent les réseaux sociaux d'initiatives et relèvent ce type d'infraction. Alors peut-être que cette infraction-là a été relevée par le procureur lui-même, ce qui serait assez étonnant, mais peut-être tout simplement que c'est l'IGPN qui lui a fourni les détails de cette opération-là. Mais sachez que, encore une fois, je le répète, l'IGPN et l'IGGN visionnent les réseaux sociaux et enquêtent sur tout ce qui peut leur paraître suspect de la part des forces de sécurité, des forces de l'ordre, police et gendarmerie. Ce qui veut dire que la police et la gendarmerie, les inspections fonctionnent plutôt bien. Merci. Pour les autres amendements, ils sont tous malheureusement défavorables. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Peut-être pour répondre aux arguments des sous-amendements nombreux qu'on peut regrouper en plusieurs thématiques. D'abord, il y a une très grosse thématique. Pourquoi liberté de la presse, pas code pénal? Bon, il y a beaucoup d'amendements sur ce point. Bon, je pense vraiment que c'est une fausse bonne idée de le mettre dans le code pénal. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi, quand bien même nous irions dans la disposition, si j'ose dire, la plus ciselée qu'est celle du député Larrivé, mais qui me paraît cependant pas cohérente. D'abord parce que, pour répondre à la question de M. Diard et d'autres sur la censure potentielle du Conseil constitutionnel et sans présumer du juge constitutionnel, il me semble qu'au contraire, la loi de 1881 est protectrice de la liberté de la presse. Et que ce serait l'inverse. En tout cas, les dispositions de censure du Conseil constitutionnel démontrent toujours, c'est qu'en limitant la diffusion, l'expression, il s'agit bien d'un sujet aussi de presse, c'est bien l'objet de nos débats. Sinon, je ne comprendrais pas très bien pourquoi on y passe au-dessus d'après-midi, parce que c'est particulièrement sensible, que ce n'est pas le code pénal qui le règle, mais bien la loi, il ne faut pas le faire en catimini, ça ne sert à rien, la loi sur la presse qui l'évoque. Deuxième sujet, c'est parce que c'est un sujet de diffusion. Et ce sujet de diffusion est toujours, alors avec une modernité, certes, 1881 n'a pas prévu Internet, enfin, on voit bien que c'est quel que soit le support, et c'est évidemment une question de diffusion numérique, de liberté d'informer, de liberté de faire de la diffusion pour les journalistes, et ça touche évidemment directement la loi sur la presse. Troisièmement, ça me paraît particulièrement cohérent. Je le dis à tous ceux qui souhaitent
que l'on passe à le code pénal, mais vous disiez pourquoi on le met, les fonctionnaires de police n'ont rien à voir avec la liberté de la presse. Plusieurs lois de la République et des lois anciennes ont disposé, je cite par exemple l'article 39 CCS qui vient de la loi du 3 août 2009, que le fait de révéler par quelques moyens d'expression que ce soit l'identité de fonctionnaires de la police nationale, de militaires, de gendarmerie, de personnel civil du ministère de la Défense est puni de, c'est bien dans la liberté, c'est bien dans la loi sur la liberté de la presse et c'est pas dans le code pénal. Donc il s'agit bien d'une cohérence, ça me paraît la moindre des choses quand on essaye de faire la loi, que de pouvoir le mettre dans le code de la liberté de la presse, enfin dans les articles concernés par la liberté de la presse. Et puis enfin, je lis aux députés l'arrivée, et ça devrait emporter alors une différence entre nous et du coup l'adhésion des autres, c'est que la loi sur la liberté de la presse, elle permet d'être moins dure que n'est le code pénal. Si on met cette disposition dans le code pénal, il y aura donc comparution immédiate. Si on le met dans la liberté de la presse, il n'y aura pas de comparution immédiate. Donc c'est vraiment un point, me semble-t-il, important. Alors j'entends bien que Guillaume Larrivé l'assume et distingue les journalistes, j'ai compris, voilà, mais Madame Le Grip, mais je pense, pardon de le dire comme ça, Monsieur Larrivé, vous êtes plus dur que moi sur ce point-là, sans les journalistes, j'ai bien compris, mais le but n'est pas que les journalistes, le but c'est n'importe quel citoyen qui souhaite diffuser, il peut le faire, donc il peut capter les images, il peut les diffuser, on n'arrête pas de le dire, on le répète. Comparaison immédiate me paraît disproportionnée pour le coup. Et pour le coup, à mon avis, nous risquons une censure parce que ce serait effectivement disproportionné. Donc je crains qu'il faille rejeter les arguments de codification plutôt dans le code pénal que dans la liberté de la presse. Je ne pense pas que ce soit au contraire un service à rendre ni aux gens qui seraient visés, ni à la sécurité juridique du texte. Deuxième type d'amendement, il y a eu des gens qui ont évoqué la question des opérations de police. Pourquoi les opérations de police? Pourquoi que les opérations de police, Madame Curie, notamment? Justement, c'est assez étonnant comme débat de dire dans un tout premier temps, soit cet article ne sert à rien, soit cet article interdit tout, puis on s'aperçoit qu'on propose des dispositions encore plus dures. Bon, les opérations de police, celles du maintien de l'ordre, celles des opérations de police de la voie publique, nous paraît être effectivement celles qui font naître le plus de mise en danger des fonctionnaires susnommés, et pas l'ensemble de leur vie de policiers ou de gendarmes. On peut avoir une différence d'appréciation, mais accepter ces amendements pour faire supprimer l'opération de police et pour faire dans l'ensemble de leur vie de policiers et de gendarmes nous paraît contraindre beaucoup plus le texte de loi que nous vous proposons. Troisièmement, beaucoup d'amendements, alors j'ai entendu M. Jolivet et d'autres évoquent les pompiers, les douaniers, les agents de la RATP, de sûreté de la RATP, de la SNCF, qui font des métiers difficiles, dangereux, je l'entends bien, même si la question se pose aujourd'hui sur les policiers et sur les gendarmes. Je ne méconnais pas les professions qui pourraient être concernées. Mais il me semble d'abord qu'il faut savoir être limitatif pour bien montrer que, ça a été dit tout à l'heure par plusieurs intervenants, il y a aujourd'hui une haine anti-flic organisée, certes par de très petits groupes, mais ils existent et qu'il faut bien circonscrire notre incrimination. Et de toute manière, comme nous avons indiqué opération de police, c'est que le gouvernement ne souhaite pas revenir sur cette rédaction de la proposition de loi. On pourrait dire toujours opération de police et opération douanière, c'est vrai, mais enfin on pourrait difficilement rattraper les autres professions que vous évoquez. Peut-être que la navette parlementaire permettra, M. Jolivet, qui peut-être utilement pourrait retirer son amendement, j'ai bien compris quel était le sens de son expression, mais je ne pense pas que dans le temps qui nous est imparti et ainsi dans l'expression globale du débat, nous puissions commencer à détricoter l'article pour y mettre des professions, encore une fois, qui peuvent être victimes de cela, mais qui ne le sont pas, à ma connaissance, aujourd'hui. Et je propose que la navette parlementaire puisse écouter et regarder ce qu'on peut faire pour pouvoir compléter l'article si jamais cela était nécessaire. Il y a eu des questions, notamment évoquées par M. Bernalicis et consorts, sur pourquoi, on n'a toujours pas compris pourquoi les dispositions que vous nous présentez, Monsieur le Ministre, sont en plus de ce qui existe déjà.
Alors, je crois que je suis à la 4e explication, sans doute, mais je m'exprime très mal. Et même si la pédagogie, c'est l'art de la répétition, je vais essayer de le dire en essayant de couper vraiment l'argument qui me paraît désormais fallacieux de M. Bernalicis sur l'article 73. Je le répète, et je le dis à M. Mélenchon qui l'a redit, il redit une chose qui n'est pas dans le code pénal, dans le code de procédure pénale. Monsieur le Président Mélenchon, j'ai beaucoup d'intérêt à vos arguments, et comme tous les parlementaires d'ailleurs, mais je vous invite, si vous en êtes d'accord, à relire ensemble l'article 73 du Code de procédure pénale, que je vais retrouver dans quelques instants, et qui n'évoque absolument pas l'intention, il invoque le flagrant délit. Hein. Dans le cas de crimes flagrants ou de délits flagrants punis d'une peine d'emprisonnement, sur ce point vous n'avez pas tort, toute personne de la qualité, les policiers mais pas que, hein, pour en appréhender l'auteur, voilà, et le conduire devant un officier de police judiciaire. Il n'est pas évoqué l'idée dans le code pénal, hein, vous l'avez cité, mais comme vous l'avez cité de tête, je me permets de dire que vous pourriez peut-être le lire in extenso. Il n'est pas dit que dans le cas où un policier aurait le soupçon qu'un crime serait commis, ce n'est pas l'article du code de procédure pénale. Voilà. Donc je crois qu'il ne faut pas rentrer ensuite dans la démonstration qu'évoque M. Bernalicis pour dire ce que vous empêchez en fait, c'est deux choses. Ces deux choses sont absolument fausses. La première, c'est des policiers qui pourraient intervenir pour dire vous me filmez et donc j'ai des conséquences sur ma psyché. C'est tout à fait faux, ce n'est pas ce que dit le texte de loi. Non mais l'article, parmi les trois premiers, M. Bernalicis, ne faisons pas de procès d'intention aux fonctionnaires. Non. Ne faites pas de procès d'intention aux fonctionnaires de la République. Je pense que ça ne sied pas au niveau du débat. Et par ailleurs, le Code pénal prévoit dans ses premiers articles que la loi doit être d'interprétation stricte lorsqu'elle est pénale. Donc il n'y a aucun doute. C'est même un des premiers articles du Code pénal. Donc, franchement, n'ayons aucun doute. N'ayons aucun doute sur ce point. S'il vous plaît. Donc franchement, cet argument n'est pas... Je comprends bien que ce soit un argument politicien, mais ce n'est pas un argument juridique. S'il vous plaît, chers collègues, s'il vous plaît, pas d'invective, ça ne sert à rien. On va finir sereinement ce débat. Allons-y. Et le deuxième point, donc vraiment cet argument ne tient pas un seul instant, et le deuxième argument que vous évoquez en évoquant ce qu'aurait dit le procureur Molins pour dire qu'il s'est saisi de son chef en regardant des choses sur Internet, pourront toujours continuer à le faire. Tout le monde pourra toujours continuer, des procureurs de la République, à regarder des vidéos qui seront mises en ligne. Il n'y a aucun problème. Et par ailleurs, indépendamment de le mettre en ligne, on peut toujours aussi s'adresser directement au procureur. On n'est pas obligé de passer par la plateforme Twitter ou Facebook. On perd du temps. S'il y a une incrimination, il faut tout de suite, à mon avis, le dénoncer au procureur de la République. C'est d'ailleurs ce qu'on doit faire quand on est un citoyen et qu'on respecte par ailleurs le code. Et on pourra faire les deux. On peut imaginer qu'on fasse les deux. Donc franchement, n'allez pas trouver des loups là où il n'y en a pas. Je reviens sur l'argument de M. Houillet. Monsieur Houillet, je n'ai pas dit que j'étais dans le débat favorable au texte proposé par les parlementaires en disant qu'ils proposaient le floutage. Je m'excuse, je vais me citer moi-même, c'est très désolant, mais regardez France Info, puisque c'est l'endroit où je me suis exprimé. J'ai dit que dans le débat parlementaire, et je pensais aux amendements du groupe LR qu'il l'avait évoqué, dans le débat parlementaire, mais je crois que M. Jolivet m'avait dit aussi que ça l'intéressait, j'espère ne pas le compromettre. Dans le débat parlementaire, il y avait des gens qui proposaient le floutage et que ce serait discuté. Ben, voilà ce que j'ai dit. J'ai dit d'ailleurs que personnellement, il y avait des moments où on pouvait, devant la haine anti-flic qui s'exposait, se poser la question. Et moi, en tant que ministre de l'Intérieur, je me suis posé la question, sans aucune espèce de doute. Et je donnerai cependant un avis défavorable aux amendements du groupe LR, parce que je suis retenu sur... pas du groupe, pardon, de quelques parlementaires LR. Pardon. Non mais vous avez raison, je souligne votre solidarité. Non mais je souris sous mon masque, Monsieur le Président, dire au bout de 4 heures de débat où j'espère montrer des arguments positifs et à l'écoute des parlementaires, vous acceptez un peu d'humour, même mal placé. Je pense qu'il y a deux impossibilités sur le floutage. Le premier, c'est que manifestement, ni la majorité, ni l'opinion, en tout cas l'opinion telle qu'elle s'exprime,
semblent pouvoir l'accepter et qu'il faut savoir trouver des postures de compromis, et je l'accepte bien volontiers. Chacun en fait, je pense que vous en faites. Et puis la deuxième, c'est que ça me paraît extrêmement difficile matériellement à faire, dans des conditions qui ne seraient pas des conditions de démagogie du ministre de l'Intérieur. Donc voilà, je donne un avis défavorable à ces amendements, mais je voudrais corriger, s'il me le permet, les interventions, des propos qui auraient pu être mis dans ma bouche. Cependant, des arguments ont été donnés sur l'article 24 de cette proposition de loi et de l'article 25 du projet de loi confortant les principes républicains. Alors, je voudrais vous dire que j'ai entendu ces arguments, mais qui ne peuvent pas faire florès, parce qu'ils sont, ces deux articles, profondément différents. Cet article 24 vise des faits circoncis qui sont mis dans le cadre d'une opération de police et qui évoque un risque qui est un risque immédiat. Qui évoque un risque qui n'est pas immédiat, pardon, pas simplement immédiat. Je commence à fatiguer moi-même. L'article 25 est plus large, et même bien plus large, et de 3 points de vue. Le premier, c'est qui concerne toutes les personnes qui peuvent en être victimes, bien sûr des agents, mais aussi des simples citoyens, si j'ose dire, qui n'ont pas de fonction d'agents publics, et qui concerne aussi leurs familles, et pas simplement les forces de l'ordre. Le deuxième point très différent, c'est la nature des informations, la vie privée, familiale ou professionnelle, et non limitativement l'image du visage ou des éléments d'identification, ce qui est le cas du 24. Et troisièmement, l'acte lui-même est par nature différent. Le fait de diffuser d'une part, et le fait de révéler ou transmettre d'autre part. Ces deux articles ne se confondent pas. Et c'est d'ailleurs, j'entends souvent ces arguments du côté gauche de l'hémicycle, qui arrivent à la fois à reprocher dans une première partie du débat le fait qu'il ne faut surtout pas légiférer, et dans une deuxième partie du débat pour dire « mais attendez, l'article 25, les peines sont plus élevées ». Donc j'ai du mal à comprendre la cohérence politique. Pour résumer, et je le dis parce que les sous-amendements sont nombreux et qu'on peut y perdre son latin, je propose à l'Assemblée nationale d'adopter l'amendement qui est le fruit, me semble-t-il, d'un compromis du gouvernement, que porte un avis identique à ceux du rapporteur sous les sous-amendements, soit parce qu'il déséquilibrerait très fortement l'article 24, soit parce qu'il viderait de sa substance cet article 24, soit parce qu'il serait par nature trop large et donc retirer l'argument très fort de l'incrimination spécifique et circonscrite, soit parce qu'il serait inopérant, type floutage, et enfin je ne devrais pas évoquer les sous-amendements qui consistent effectivement à refaire le match de la suppression. Ce qui ne veut pas dire que dans la navette parlementaire, et notamment au Sénat, puis au retour de l'Assemblée, par les commissions qu'évoquait le député Larrivé qui n'ont pas pu se tenir pour les besoins de l'amendement déposé hier soir, et par instruit sans doute des échanges que nous aurons avec le Sénat, ne puissions pas évidemment recorriger, si les rapporteurs le souhaitent, tel ou tel dispositif. Mais il me paraît désormais équilibré, il me paraît désormais instruit du débat parlementaire, et il me paraît désormais correspondre à la fois à l'équilibre et l'équilibre réaffirmé entre la liberté d'informer, la liberté des journalistes de faire leur métier de la façon dont ils le souhaitent, et évidemment la protection des forces de l'ordre. Bien, je vous remercie, Monsieur le Ministre. C'est l'amendement du gouvernement qui a reçu un avis favorable de la Commission. Donc sur cet amendement 1363, qui est par scrutin public, le vote est ouvert. Le vote est clos. Non, je passe tous les votes. 182 votants, exprimés 170, pour 146, contre 24. Il est adopté. Nous passons au vote. Les autres amendements tombent. Les autres amendements tombent. Donc l'article est ainsi rédigé. Je vous remercie.